Bonjour Cécile Coudriou. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la vice-présidente et porte-parole d'Amnesty France. Alors en 2018, les réfugiés, bien malgré eux, risquent d'être au cœur de l'actualité internationale et en France aussi, puisqu'un projet de loi au premier trimestre fait déjà l'objet de vives critiques et d'indignation, jusque dans les rangs de la droite d'ailleurs, on va y revenir. Mais d'abord, c'est quoi le regard de Cécile Coudriou aujourd'hui ? Mon regard sur le monde est toujours, bien sûr, avec ce prisme des droits humains et un ardent souhait que la Déclaration universelle des droits de l'homme soit enfin respectée le plus possible dans le monde entier. Donc on a beaucoup de travail, mais c'est certainement un regard avant tout de solidarité internationale et de volonté de faire changer les choses et de manière concrète dans la vie des gens. Alors l'une des responsables d'Amnesty International, Martine Landry, bénévole, âgée de 73 ans, son procès d'ailleurs se tient aujourd'hui, est actuellement poursuivie par la justice pour être venue en aide aux réfugiés. Elle risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Martine Landry est coupable d'un délit de solidarité d'après vous ? C'est un délit qui n'existe pas, il faut le rappeler. C'est une expression qui a été employée par les militants eux-mêmes pour dénoncer les dérives ou l'utilisation de la loi de manière complètement détournée. En fait, Martine Landry est une militante d'Amnesty International, mais pas seulement, également de l'ANAFE, donc extrêmement investie dans ces questions justement de protection des réfugiés. Il y a un paradoxe et surtout une injustice totale dans ce procès, dans le sens où elle a justement accompli la mission non seulement d'une militante, mais la mission que devrait être celle de l'État. Ça, il faut rappeler les faits. Qu'a-t-elle fait en fait? Elle est allée à la frontière, mais du côté français, entre Nice et l'Italie, Menton et l'Italie, pour aller chercher 2 jeunes Guinéens, mineurs. C'est très important aussi de savoir qu'ils sont mineurs, pour les conduire à la police aux frontières du côté français, de conduire à pied. Or, ce qui lui est reproché, c'est d'avoir facilité l'entrée sur le territoire français de personnes en situation irrégulière, alors qu'elle portait sur elle les documents attestant que c'était des mineurs qu'il fallait les prendre en charge. C'est les documents de l'ASE, qui s'occupe justement des enfants. Et donc, elle n'était absolument pas en situation illégale. Au contraire, elle a accompli son devoir de militant. Et c'est tout à fait symptomatique de cette dérive actuelle, et une dérive qui malheureusement, on pourrait dire, s'accentue ces derniers temps avec la politique migratoire de la France actuellement, qui consiste finalement à criminaliser l'aide aux migrants. Justement, elle n'est pas la première, on le sait, il y a eu le cas de Cédric Herrou qui a été condamné à 4 mois de prison avec sursis. Ça dit quoi de l'état de nos libertés aujourd'hui en France ? Ça dit en tout cas qu'il y a vraiment une confusion qui est entretenue entre parenthèses avec cette expression. Je répète que la solidarité est un devoir, c'est ça qu'il faut vraiment marteler. Et les citoyens qui viennent en aide à des migrants ne sont pas dans l'illégalité. Au contraire, que dit la loi ? La loi dit qu'on ne peut pas faciliter l'entrée, le séjour, la circulation de personnes en situation irrégulière, mais il y a une exception justement humanitaire lorsqu'il s'agit de protéger la dignité, l'intégrité physique de ces personnes. À cela s'ajoute, je le répète, que c'était des mineurs et donc il y a une obligation non seulement au niveau national, mais européen et international dans le droit. Il faut rappeler que notre base à Amnesty International, c'est le droit. Et donc, elle était justement du côté du droit, enfin elle est au présent, du côté du droit, Martine Landry, en protégeant des enfants. Ça serait notamment dans ce cas précis, non seulement illégal comme ça a été fait, de renvoyer les enfants vers l'Italie, parce que c'est ça qui s'est passé. Au départ, ils ont été renvoyés vers l'Italie. Et c'est également illégal, lorsqu'ils sont sur le territoire français, de les laisser sans protection, car c'est vraiment le principe de vulnérabilité qui s'impose ici. Donc les militants qui sont sur le terrain sont confrontés à ces situations dramatiques, et c'est sur un plan humain, enfin c'est vraiment un réflexe d'humanité et de solidarité qu'ils réagissent. Et ils réagissent, en tout cas dans le cas de Martine Landry, nous en avons la certitude, et nous avons vraiment apporté un soutien sans faille à cette militante chevronnée qui connaît le droit. Nous avons vraiment la certitude que c'est une dérive qu'il faut condamner très fermement, non seulement Amnesty, mais toutes les associations ensemble. Vous le disiez à l'instant, la solidarité est un devoir. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain, sur la question des solidarités ? Vous diriez que la solidarité faiblit ou au contraire, il y a une prise de conscience de plus en plus grande de la politique, en la défaveur plutôt des migrants aujourd'hui en France ? Écoutez, je dirais qu'il y a vraiment les deux. Actuellement, sur le terrain, pour être tout à fait honnête, on peut à la fois se réjouir du nombre d'initiatives quand même très importantes. C'est un nombre, je crois qu'on peut dire plus de 1000 situations, par exemple, d'accueil de réfugiés dans des petites villes, des petites communes, parfois dans le milieu rural aussi, qui se passent extrêmement bien, des initiatives très très positives. Mais il y a aussi, bien sûr, tout un discours ambiant qui est malheureusement parfois porté aussi par les autorités en France, voire par le ministre,
ministre. Et donc c'est quelque chose qui finit par pénétrer aussi les esprits. Et il y a aussi quand même, il faut bien le reconnaître, une difficulté aujourd'hui à faire changer de regard justement sur les réfugiés et sur les migrants. Il y a beaucoup de confusion aussi, même dans le vocabulaire que l'on emploie. Donc c'est pourquoi notre mission en tout cas est vraiment de sensibiliser aussi, d'aller vers la population, d'essayer d'expliquer non seulement les raisons pour lesquelles les personnes quittent leur pays, ce qui différencie un migrant et un réfugié, mais également le fait que les migrants aussi ont des droits. C'est-à-dire qu'actuellement, ce qui se passe quand même, et c'est sur le terrain qu'on peut l'observer, mais c'est aussi, encore une fois, dans le discours, soit médiatique, soit politique, c'est plus inquiétant encore quand c'est le discours politique qui le porte, c'est que cette dichotomie entre réfugiés et migrants, qui a une base juridique, parce que c'est vrai que lorsqu'il s'agit de réfugiés qui donc sont protégés par la Convention de Genève, il y a un principe de non-refoulement, ça s'appelle comme ça, et donc les États n'ont pas le droit, au regard du droit international, de les refouler. Les migrants, donc on va dire que les réfugiés sont parfois des anciens migrants qui ont obtenu le statut de réfugiés. Les migrants sont des personnes qui ont quitté pour des raisons multiples et pas que économiques comme on cherche à le faire croire en ce moment. Ce sont des raisons multiples. Ça peut être pour, par exemple, une catastrophe écologique, ça peut être pour une absence totale de perspective, ça peut être parce qu'on risque dans son pays, je ne sais pas, l'excision ou... voilà. Donc des choses pas forcément liées justement à une activité politique. Donc on a tendance à faire cette dichotomie réfugiés politiques, migrants économiques. C'est tellement plus complexe que cela et c'est tellement peu suffisamment expliqué, à la fois au niveau politique et dans les médias, qu'on a vraiment tout un travail de sensibilisation à faire. Et par ailleurs, on fait bien sûr un travail de plaidoyer auprès des autorités, que ce soit locales, nationales ou internationales, pour faire respecter le droit d'asile. Alors je l'ai dit, le gouvernement prépare un projet de loi asile et immigration. C'est quoi qui vous préoccupe le plus dans ce projet ? Ce qui nous préoccupe le plus, c'est que justement, au nom de l'efficacité, on finisse par mettre en péril ce droit fondamental qui est de demander l'asile. Avec cette dichotomie qui est devenue excessive entre migrants et réfugiés, on part du principe tout de suite qu'il faut même refouler les personnes avant qu'elles aient pu demander l'asile, dès lors qu'elles ne viennent pas d'un pays en guerre. Que ce soit dans les commentaires Facebook ou dans les discours parfois au plus haut de l'État, on a l'impression que maintenant, on n'a aucune raison de venir en France dès lors qu'on n'est pas dans un pays en guerre. C'est totalement faux. Ce principe de pays sûr est parfois, et même très souvent, employé de manière complètement excessive. On parle par exemple de la Turquie comme d'un pays sûr à une époque, quand on a fait l'accord UE-Turquie. C'est tout simplement absurde. Et donc notre rôle est vraiment d'essayer de défendre, et je le répète, ce n'est pas Amnesty International seul, c'est presque 500 associations qui ont décidé de se regrouper pour justement faire contrepoids avec cette volonté d'aller vite et de devenir un peu une machine à expulser et de montrer une efficacité au détriment du respect des droits humains. Vous diriez qu'il y a un avant et un après Emmanuel Macron, un avant-campagne et un après-campagne. Emmanuel Macron, avant la campagne, on sait, parlait d'une politique humaniste, d'une politique d'accueil, justement. Alors c'est plus compliqué que ça, là aussi. C'est vraiment très complexe. Je pense que M. Macron a eu, non seulement pendant sa campagne, mais également dans la mise en œuvre de cette politique depuis le début, une réelle volonté d'améliorer l'accueil des réfugiés et de faire en sorte que le droit d'asile ne soit pas remis en cause. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est effectivement quelque chose qui est parfois, en ce moment même en Hongrie par exemple, remis en cause. Donc là, c'était une bonne chose de remettre, si j'ose dire, les pendules à l'heure et de rappeler qu'il y a une convention des réfugiés, pour la protection des réfugiés, et qu'il n'était pas question que la France s'en détourne. Là où il y a au contraire un durcissement, c'est dans le fait, et je reviens du coup à Martine Landry qui en était un symbole, il y a également Cédric Herrou évidemment, mais tellement d'autres derrière eux, ce sont des personnes qui sont aujourd'hui non seulement intimidées, mais également criminalisées, parce qu'elles se retrouvent quand même en procès, après parfois des gardes à vue répétés. Et donc là, il y a une réelle dérive, un réel durcissement de cette politique, avec une volonté plus que assumée d'expulser de manière parfois systématique et en masse, alors que nous, à Amnesty International, ce que nous disons, c'est bien sûr que tout le monde n'a pas vocation à rester en France. On n'est pas en train de dire qu'il faut totalement nier la possibilité pour un État d'accepter ou pas de quelqu'un dans son pays. Ce que nous disons, c'est que les migrants également ont des droits, et qu'actuellement, notamment à Calais, et nous avons aussi fait une recherche sur la frontière franco-italienne, l'État lui-même est parfois défaillant
Il y a vraiment des manquements et il y a parfois, on l'a prouvé dans ce rapport de l'année dernière sur la frontière franco-italienne, un réel non-respect du droit d'asile, justement. Des droits d'asile qui ne sont pas il y a une dissuasion effectifs. double. Il y a une dissuasion à la fois des personnes qui aident les migrants et il y a également une dissuasion de déposer les demandes d'asile. On part du principe que dès lors que ce n'est pas un pays en guerre, on doit les refouler tout de suite sans même les avoir laissés faire une demande d'asile. Donc ça, il faut vraiment qu'on revienne à la raison, qui est que c'est au cas par cas, que c'est individuel, qu'il faut que l'OFPRA ait des moyens, qu'il faut que l'accueil soit digne. Et ensuite, effectivement, nous sommes toujours respectueux du droit international, donc il n'est dit nulle part que l'on doit accepter, en définitive, tout le monde. Mais en tout cas, il faut vraiment respecter le droit. On annonce une visite d'Emmanuel Macron autour du 18 janvier à Calais. On peut en attendre quoi de cette visite ? Alors, d'une part, on peut en attendre qu'il y ait un regard, pour le coup, pour reprendre l'expression, sur le terrain. Donc c'est toujours une bonne chose qu'un chef de l'État vienne sur le terrain, constater, parle avec les gens, surtout qu'il ne tombe pas dans un discours démagogique, qu'il reste tout à fait sur sa ligne qu'il a eue jusqu'à présent sur les réfugiés, mais qu'il ne retombe pas non plus, parce que ce n'est pas que M. Collomb, c'est parfois aussi dans le discours du chef de l'État que l'on retrouve cette... Encore une fois, c'est à la fois une réalité juridique, mais aussi une forme de facilité pour ne plus du tout avoir un regard objectif sur la situation de migrants. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose qui est encore plus importante, c'est que c'est quand même en amont du sommet franco-britannique. Et là, il y a beaucoup à faire, car on peut aussi comprendre la situation dans laquelle se trouvent les gens du Calaisis. Il est clair qu'il y a beaucoup de disproportions dans l'accueil des réfugiés et des migrants. Et c'est une sorte de poupée russe, si j'ose dire. C'est qu'il y a une disproportion première au niveau mondial. Parce que déjà, c'est 86% des réfugiés qui sont dans les pays les plus pauvres. C'est une première injustice que les pays les plus riches sont ceux qui prennent le moins, avec l'exception de l'Allemagne, bien sûr, mais aussi du Canada. C'est une première chose, mais il y a aussi une disproportion au niveau du territoire français. C'est-à-dire que c'est bien naturellement un problème lorsqu'il y a un nombre tel de réfugiés et de migrants en même temps qu'on ne peut pas les accueillir dignement. Et là, ce qui s'est passé, c'est que quand même, le Royaume-Uni s'est détourné de ses responsabilités. Il y a aussi un manque de solidarité au niveau européen. On le voit aussi vis-à-vis de l'Italie, vis-à-vis de la Grèce. Donc ça, c'est un réel problème. Donc nous espérons que M. Macron va aussi, bien sûr, remettre ça à plat. C'est-à-dire que les accords du Touquet doivent être aussi rediscutés. Et la situation qui est actuellement injuste, d'un point de vue politique, doit également être examinée. Avant le retrait de la circulaire qui avait fait tant polémique sur le recensement des migrants, Gérard Collomb avait déclaré en avoir marre de passer pour le facho de service. Il va trop loin, selon vous ? Écoutez, l'expression montre qu'en tout cas, il est sensible au regard d'autrui et de ses concitoyens. Et de certaine façon, c'est presque rassurant qu'ils se rendent compte que la politique qu'il mène peut choquer, peut provoquer l'indignation, et je l'espère, au-delà de l'indignation, l'action militante. Donc il est clair que actuellement, la politique qu'il mène manque d'humanité, malgré le discours affiché par le président lui-même, et aussi donne, c'est plus important pour nous, encore une fois, notre base étant le droit international, cette politique donne lieu à un manque de respect des droits humains. Donc il faut vraiment qu'il entende ces messages et que la posture... C'était la conclusion du tribunal permanent des peuples, hier le fameux tribunal fictif qui a condamné la France pour complicité de crimes contre l'humanité. Alors nous ne sommes pas tellement pour des excès de langage, c'est vraiment une base du droit international qui fait que nous restons mesurés. Et ce que nous voyons, c'est est-ce qu'il y a ou pas des dérapages, mais aussi des choses plus systémiques qui nous éloignent des droits humains dans le pays qui est quand même censé être assez figure de proue dans sa défense des droits humains. Donc là, nous sommes très vigilants par rapport à cela. Et plutôt que de faire des procès, nous cherchons avant tout à être très offensifs, mais aussi respectueux dans l'échange. Et c'est toute l'action à la fois de plaidoyer, mais l'action militante qui est portée par ce même désir. Et pour revenir à Martine Landry, l'ironie du fait qu'elle se retrouve devant les tribunaux aujourd'hui, c'est que tout de même, elle a respecté le cadre juridique, elle a respecté la loi depuis le début de son action militante, et elle se retrouve en situation où on marche sur la tête, puisque c'est elle qui est aujourd'hui sur la sellette. J'ai une dernière question. Après la visite de Netanyahou, la visite d'Erdogan, aujourd'hui le président est pendant 3 jours en Chine pour rencontrer le président chinois. Ça dit quoi de l'ambition du président de la République à l'échelle internationale ? Pour vous ?
Ça dit, bien sûr, une volonté de replacer la France dans une position extrêmement forte sur la scène internationale. Ça dit aussi... Mais là, on parle d'Israël, de la Turquie, de la Chine, là où les droits humains ne sont pas les plus... J'ai bien compris votre question et j'y viens. Ça dit aussi une volonté, ça devient également une doctrine même, de parler à tout le monde. C'est vraiment la doctrine diplomatique qu'on ne peut que comprendre. Je veux dire, effectivement, en diplomatie, on parle avec tout le monde. Je pense aussi important de rappeler qu'une ONG telle que la nôtre a la même ligne. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on s'adresse à quelqu'un qu'on engage un dialogue que l'on va cautionner sa politique. Bien au contraire. Ça peut aussi, et c'est ça que nous cherchons bien sûr à enjoindre M. Macron à faire, ça peut aussi être l'occasion d'être ferme, d'avoir un discours... Il a été avec Erdogan, vous l'aviez appelé dans un communiqué justement à avoir un discours de fermeté à l'égard du président turc. On peut se féliciter du fait qu'il ait quand même abordé la question des droits humains, même si elle était, à mon avis, trop loin dans la liste, trop bas dans la liste plutôt, mais il a tout de même rappelé sa conception de la liberté d'expression. On peut surtout regretter qu'il y ait eu relativement peu de réelles demandes, c'est-à-dire qu'il y a eu un constat que l'entrée dans l'Europe était impossible pour la Turquie, considérant son bilan en droits humains, ce qui est quand même le minimum, mais il y a eu relativement peu, comme ça avait pu être le cas avec, par exemple, M. Poutine, de demandes fermes de rendre compte, en quelque sorte. Pour la Tchétchénie, c'est ce qu'il a fait, il a demandé à ce qu'il y ait un suivi de ce dossier. Là, c'est resté quand même assez consensuel malgré tout, malgré ces petits rappels qui restent mieux que rien, je dirais. Merci beaucoup Cécile Coudriou. Demain, nous recevons le deuxième député le plus actif de l'Assemblée selon une étude parue avant les vacances de Noël. Il s'agit du député Éric Coquerel, député France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. Vous avez une question pour lui ? Écoutez, notre ONG appelle régulièrement tous les députés à poser des questions concernant les droits humains. Donc bien évidemment, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de thématiques. Non seulement le droit d'asile et les réfugiés, mais également les ventes d'armes à l'étranger. Donc on a bien sûr à chaque fois à cœur de demander aux députés, notamment celui-ci, M. Coquerel, d'être vigilant aussi par rapport aux droits humains et de porter avec nous haut et fort ce combat pour un meilleur respect des droits humains. Alors nous lui transmettrons. Merci beaucoup. Merci à vous.